Do you like to be fully controlled, or do you? I like to be submissive. Pretty well, yeah, in the bedroom, Yes. but like in my life, I don't like anybody to tell me what to do. Yeah, so you only want them to tell you what to do in the bedroom. Other than that, you don't want them to tell you anything. Right. No, that's exactly it. Yes. So that sounds like you're a control freak with your relationships. Be careful with this one. She's gonna boss you around like sweet toxicity. Avril 2022. Un appel inquiétant est passé au 911. Il provient de l'appartement luxueux de Courtney Cliney, une influenceuse américaine particulièrement suivie sur la plateforme OnlyFans et qui compte plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram. La police trouve la starlette vêtue simplement d'un soutien-gorge et la peau couverte de sang. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi, ça va très bien, merci beaucoup de demander. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ADJ, Affaire du jour, et si vous n'êtes pas familier avec le concept, je présente régulièrement sur cette chaîne une affaire inconnue ou méconnue du YouTube francophone, et j'étudie la criminologie, et je suis Nathalie Katz. C'est très mal poli de ma part de ne pas se présenter. Alors si ça t'intéresse, joins-toi à nous. Et sinon, Poupie viendra t'attaquer dans ton sommeil, car elle est très lâche. Mais pour l'heure, je te laisse avec le générique. Courtney Cliney est née le 21 avril 1996. Son père Kim est conseiller financier et sa mère Deborah sont du Texas. Elle a une petite sœur, Morgan, et c'est une famille aisée qui gâte ses enfants. Leur vie tournait autour du sport. Football, gymnastique, volleyball, même l'équitation et la natation. C'est très hétéroclite. Mais aussi la danse, le théâtre, tout le sport qu'elle pratiquait enfant et adolescente va sûrement créer une vocation chez elle, vu qu'elle va devenir plus tard entraîneuse professionnelle, abandonnant la fac au profit du fitness. Et c'est ainsi qu'elle commence à poster son quotidien et ses prouesses sur les réseaux sociaux où elle attire l'attention sur elle, ce qui la pousse à se lancer sur Internet à plein temps. Elle se lance même sur YouTube sous le nom de Courtney Taylor et devient célèbre sur Instagram avec plus d'1 million de followers. Suivant ce succès, elle déménage à Los Angeles et crée son OnlyFans en 2016. Alors OnlyFans, souvent abrégé OF, est un réseau social au service d'abonnement créé en 2016 et basé à Londres. Le service héberge généralement du contenu érotique, voire pornographique, ainsi que du contenu fitness, de la musique et d'autres créateurs qui publient régulièrement en ligne. Les créateurs de contenu peuvent gagner de l'argent grâce aux utilisateurs qui s'abonnent à leur contenu, les fans. Le site permet aux créateurs de recevoir un financement directement de la part de leurs fans sur une base mensuelle, ainsi que des pourboires ponctuels ou via la fonctionnalité de paiement à la vue, du partage de contenu payant en gros. Courtney gagne bien sa vie entre ça et ses partenariats. On estime sa fortune personnelle à plus d'1 million de dollars au moins. Tout le monde aspirait à son train de vie. Elle était belle, on peut le dire, et tout ce qu'elle postait faisait rêver. Et en plus, en 2020, elle rencontre l'amour. On peut donc imaginer qu'à ce train-là, elle était entièrement comblée. Surtout avec un jeune homme aussi charmant. Christian Obunsili est né le 12 avril 1994 à Dallas, au Texas, et il est surnommé Toby. Il a 2 frères et sœurs, Jen Hadez et Jeffrey Obunsili. Il débute sa carrière en janvier 2009 chez Jeftones Healthcare Inc., où il travaille comme chargé de compte. Il termine ses études secondaires et universitaires respectivement à la Plano East Senior High School et à la Texas Tech University. Christian Toby Obunsili a travaillé comme représentant du développement commercial chez Snow Software avant de rejoindre Entercom en tant que responsable de compte. En 2018, il est également propriétaire de Wiseman & Peachtree LLC. Homme d'affaires, il a aussi une passion pour le basket et il était très doué. Déjà un point commun avec Courtney qui adorait les activités physiques. Il est vu comme quelqu'un de chaleureux, attentionné, souriant et il avait beaucoup d'empathie. Et il était aussi très riche. Il avait fait de la réussite financière son moteur et c'est pour cette raison qu'il s'intéressait aux actions et à la crypto-monnaie. Alors crypto-monnaie ou monnaie électronique, c'est-à-dire qui ne nécessite pas de banque et les plus connus sont le Bitcoin.
Et figurez-vous qu'il s'en sortait très bien. Il faisait ça avec succès malgré son très jeune âge. Les deux jeunes gens se rencontrent en 2020 et c'est directement l'amour au premier regard. Love at first sight, comme on dit. Ils tombent fous amoureux. Seulement, la relation est extrêmement tumultueuse. C'est loin d'être un long fleuve tranquille. Pour eux, c'était synonyme de passion, bien sûr, mais ils avaient de nombreuses séparations suivies de réconciliations à leur actif. Leur entourage les dit très amoureux au départ, mais cela va vite péricliter. Toby, ou Christian, qui était auparavant très heureux, devient un jeune homme très sombre, angoissé, renfermé. En réalité, la relation vire vite à la violence domestique. Courtney se vexant et s'énervant pour un oui ou pour un non. Elle devient très contrôlante, le privant peu à peu de ses libertés. Elle le frappe au début aux épaules et à la poitrine, et les amis et connaissances de Cleanie ont témoigné qu'elle était l'agresseur dans de nombreuses situations, déclenchant souvent des altercations physiques. En un mot, c'était une relation toxique. Un ami a décrit comment Cleanie a poussé Ogunsilyi à plusieurs reprises en déclenchant des disputes parce qu'elle pensait qu'il était infidèle. Un autre ami a déclaré que Cleanie avait déjà tenté de poignarder un ex-petit ami. Des enregistrements audio montrent Cleanie utilisant un langage raciste et abusant verbalement d'Ogunsilyi. Des images de surveillance de l'ascenseur du bâtiment de Miami montrent Cleanie attaquant agressivement Ogunsilyi. Le comportement abusif de Cleanie a été filmé lors d'un voyage à Aspen, dans le Colorado, où elle a frappé Ogunsilyi à plusieurs reprises et l'a accusé de flirter avec d'autres femmes. En plus, il se voyait tout le temps, car Toby devient l'assistant personnel de Courtney. Donc pour les besoins de ses nombreux réseaux sociaux, il voyageait souvent avec elle. Donc qui dit proximité dans ces cas-là, dit violence physique plus que probable. Courtney buvait également, c'était une addicte. Elle devient addicte des bars d'Austin et des boîtes de nuit, ce qui ne va pas aider ses excès de violence envers Toby. Et Ogunsilyi a filmé d'ailleurs certaines de leurs disputes. Des amis ont remarqué que la consommation d'alcool de Cleanie l'avait conduite à des tendances violentes, même si bien sûr l'alcool n'excuse rien. Elle sera aussi accusée 2 fois de conduite en état d'ébriété. En juillet 2021, elle jette un verre et une assiette à la tête de Toby, et cette fois, trop c'est trop. La police se rend à leur domicile. En face de la police, Courtney n'assume pas ses actes et dit ne plus se souvenir comment la dispute avait commencé, ni comment ça s'était déroulé. Elle dit avoir le cerveau embrouillé. Courtney est détenue 12 heures cette nuit-là. Toby est blessé, mais malgré tout, il ne porte pas plainte et demande la libération de sa compagne. Les deux changent même totalement leur version en prétendant que c'était Courtney qui avait appelé la police et non l'agressé, Toby. En gros, il la couvrait par amour. Afin d'avoir un nouveau départ, en janvier 2022, il déménage du Texas, état du sud des États-Unis et le deuxième état le plus peuplé. C'est aussi l'état le plus riche après la Californie. Donc il déménage du Texas pour Miami, ville du sud de la Floride. Soit dit en passant, le nom Miami vient d'un mot amérindien qui signifie eau douce. Merci Wikipédia. Connue pour sa vie nocturne et ses plages légendaires, il n'est pas étonnant qu'elle ait attiré la jeune Courtney. C'est un nouveau chapitre de leur vie amoureuse dans une ville toujours ensoleillée et truffée de gens aisés comme ils l'étaient. Ils s'installent dans un complexe d'appartements luxueux de Beverly Terrace avec une vue somptueuse, 3 chambres, 3 salles de bain pour la modique somme de $10 000 par mois. Et malgré tout ça, malgré l'emménagement et le nouveau départ, Courtney restait très violente verbalement en se vantant de son appartement et en disant qu'elle pouvait du jour au lendemain jeter Toby de l'appartement. Elle devient même pire que lorsqu'ils habitaient à Austin, une attitude qu'elle cultive car elle dit ouvertement qu'elle détestait l'autorité, être contrôlée et qu'elle était quelqu'un de toxique, de maniaque du contrôle, control freak comme on dit, et qu'elle aimait seulement les noirs riches. I'm Courtney Taylor, and I do OF for a living. OnlyFans. You got like 1 million followers or something? 2 million. Damn. You look like the type of girl that only dates like rich guys. Is that true? No, that's not true. I only date black guys. Especially black guys. Especially black guys. Let me clarify. I only date rich black guys. Rich black guys. Voilà, fétichisme quand tu nous tiens. Courtney ne se remettait jamais en question
et se réjouissait même de cette situation malheureuse pour Toby, qui était pour elle un accessoire finalement, un souffre-douleur physique et psychique. Elle le rabaissait avec des insultes racistes, lui hurlait continuellement dessus, saccageait leur maison, jetant même ses vêtements par-dessus le balcon. Vous vous demandez sûrement que faisait Toby avec elle, pourquoi est-ce qu'il ne se barrait pas? Eh bien, elle se répandait à chaque fois en excuses, en le couvrant de cadeaux, par exemple des valises Louis Vuitton, pour s'excuser d'avoir jeté tous ses vêtements par la fenêtre. Si ça, c'est pas une ironie. Mais la violence recommençait après ça, comme en témoignent les vidéos de caméras de surveillance. Elle le battait, mais malgré tout ça, il restait avec elle et calmait le jeu en la défendant. L'amour, la manipulation rend décidément aveugle. Comme en témoigne une lettre, Toby était très amoureux d'elle. « Je veux être tout pour toi, ton mec, ton meilleur ami, ton compagnon, je t'aime. Tu mérites le monde. Bébé, tu es la seule personne avec qui je veux vivre. » Malgré tout, Courtney lui poignarde la jambe. Et dans un message, il lui dit juste qu'il était heureux qu'elle regrette. C'est hardcore. Dans un autre message, il affirme que l'amour finira par le tuer. Et peut-être que là, il avait malheureusement raison. Après s'être séparés et remis ensemble de nombreuses fois, ils se séparent à nouveau en mars 2022, 2 mois après leur emménagement à Miami. La police était déjà venue 2 fois. L'attitude de Courtney devient de plus en plus menaçante et elle essaie de chasser Toby de leur appart. Toby dormait donc sur un petit canapé dans un couloir qui donnait accès à l'appartement, la salle de l'ascenseur privé qu'ils avaient. Elle fait même venir sa mère pour appuyer sa décision, mais sans effet. Cette dernière finit par les laisser en couple, ou du moins ce qui restait du couple déchiré. Le lendemain, la police est encore appelée à leur domicile, preuve que la mère de Courtney n'avait pas du tout apaisé les choses. Et c'est le concierge qui avait appelé la police, encore témoin d'une violente dispute. Courtney le supplie de ne pas le faire, mais dès qu'ils sont là, elle prétend avoir appelé la police elle-même, tout en contredisant le concierge en ayant une attitude étrange, erratique. I did not say that. I said Okay, yes. hold on. No, but the Hold on, he's talking, then you talk. I want a restraining order against Christian Wimselli. Par exemple, elle empêche à tout prix le concierge de parler sous un flot de paroles incessants. Pour étouffer l'affaire, elle dit avoir rompu et elle demande une ordonnance restrictive alors que Toby vivait littéralement avec elle. Leur relation était arrivée à un point de non-retour. Mais ils se remettent quand même ensemble après seulement quelques heures. Le conflit n'aura pas duré longtemps. Le lendemain, la police est à nouveau appelée. Mais cette fois-ci, l'issue des événements sera terrible. Le 3 avril 2022, le 911 reçoit un appel inquiétant. « Je vais mourir. Je vais mourir. »« Calmez-vous, madame. Quelle est votre adresse ? Mon petit ami est en train de mourir. Il vient d'être poignardé. Dites-nous votre adresse. » 3131 Northeast 7th Avenue. Mon Dieu, s'il vous plaît, sauvez mon petit ami. Je suis si désolée, bébé. Les policiers et ambulanciers sont directement envoyés sur place dans un appartement qui ressemble de près à une scène de crime. Il y a du sang de partout, de la cuisine jusqu'à la chambre. Et Toby est à terre. Il a l'air d'avoir été poignardé à la poitrine. Il saignait abondamment, lové dans les bras de Courtney. Il est transporté d'urgence à l'hôpital et on demande à Courtney de se tenir hors de son appartement. Elle avoue directement l'avoir poignardé et elle est immédiatement amenée à un poste de police où on l'interroge pendant 4 heures. Là-bas, elle dit que tout était flou. Mais selon sa version, elle et Toby avaient fait la paix suite à la venue de la police. Le lendemain, Christian sort afin de se vider la tête pendant que Courtney appelle sa mère et regarde des vidéos true crime. Comme vous maintenant. Voilà, vous pouvez flipper. Elle fait ensuite un live Instagram et termine vers 16h33, heure à laquelle Christian rentre chez eux. Et là, c'est l'explosion de colère. Pour la simple et bonne raison que Toby n'avait pas partagé sa localisation, attisant sa jalousie. Vous savez, sur Snapchat ou d'autres applications, vous pouvez savoir la position géographique de vos proches. Si en cas de danger, cela peut être utile. Mais dans le cas de Courtney, c'était un problème, car cela montrait sa nature contrôlante. Et de son côté, Courtney refuse de la partager. Tiens. Courtney dit donc que Toby l'a attrapé par le cou, jaloux, et lorsqu'il voit le numéro composé de sa mère sur son portable, il la jette au sol de rage. Je rappelle que c'est la version de Courtney. Pour le dissuader de s'approcher d'elle, elle saisit alors un couteau de cuisine. Toby s'avance, toujours menaçant, alors que Courtney lance le couteau vers lui. Et c'est là que le drame se produit.
Alors les policiers tiquent un peu car lancer un couteau et que ce couteau atteigne sa poitrine, faut vraiment être un lanceur professionnel. Ils demandent donc des précisions à Courtney qui reste très floue. Elle dit par exemple qu'elle pensait que le couteau n'allait pas le toucher. Autre chose étrange, elle attend beaucoup de temps avant d'appeler les urgences. Devant l'ampleur de la blessure de son compagnon, elle préfère appeler sa mère, et ce, pendant presque un quart d'heure. Un temps décisif pour la survie de Toby. Elle nie en bloc ses disputes précédentes avec son conjoint, et lorsqu'on lui parle du concierge qui avait contacté la police auparavant, elle dit qu'il avait simplement voulu attirer l'attention. Mais cela ne tenait pas, car elle avait prétendu ce jour-là avoir elle-même appelé la police. Les inspecteurs ne sont pas dupes. C'est alors que l'interrogatoire est interrompu de façon abrupte. Malheureusement, les médecins ont fait ce qu'ils ont pu et Courtney l'interrompt, en respirant bruyamment. Christian est mort ? Oh mon Dieu, ce n'est pas réel, n'est-ce pas ? Non, c'est pas possible. Christian est mort ! Clinny demande alors un câlin, se demandant si cela est autorisé ici. Ce sont ses mots. L'un des autres hommes présents dans la pièce propose de l'enlacer, mais elle accepte seulement qu'il lui tienne l'épaule pendant qu'il lui dit de se détendre. Il lui demande alors si elle va bien, et Clinny répond en respirant bruyamment « J'ai besoin de serrer ma mère dans mes bras. Je ne peux pas rester seule dans une pièce. » Les inspecteurs continuent de lui promettre que sa famille est en route. À un moment donné, Clinny note soudainement que le dernier repas d'Obunsili avant le coup de couteau provenait de Subway. Merci pour cette précision. La police lui propose un repas, mais Clinny refuse, disant « Ce dont j'ai réellement besoin, c'est une bouffée de vape. » Elle admet être totalement accro. Elle déclare également connaître tous les mots de passe de Toby, ce qui permet aux inspecteurs de rentrer en contact avec sa famille. Quant au meurtre, Clinny plaide non coupable. Elle revient sur ses aveux antérieurs et même devant la masse croissante de preuves contre elle. Elle clame son innocence, puis part en centre de réhabilitation à Hawaï, après avoir souffert d'une prétendue dépression nerveuse. Elle sort donc libre. Les enquêteurs concluent à une dispute qui a viré à la légitime défense, qui a abouti à un meurtre. Mais ce n'est pas la fin. Vraiment ? La famille de Toby est à la fois outrée et dévastée. D'une part, par la perte de Christian, et d'autre part, car juste après sa garde à vue, la jeune femme, bien que responsable de sa mort, avait été libérée exactement comme si elle n'était responsable de rien. Des photos ont révélé que Clinny avait poignardé Obunsili quelques centimètres au-dessus d'un tatouage portant son nom sur le côté gauche de sa poitrine. Oui, il avait tatoué le nom de Courtney. Le détective de Miami, Yermen Briceno, a déclaré devant le tribunal qu'il croyait à l'origine que Clinny avait poignardé Obunsili en cas de légitime défense. Mais d'autres preuves ont modifié son évaluation. Briceno déclare au tribunal que Christian était en réalité toujours celui qui essayait de calmer la situation. Sur la base de plusieurs indices et de tout le reste, c'était toujours lui qui était blessé. Et c'est l'accusé qui est incapable de se contrôler et de lui faire du mal, a-t-il ajouté. Clinny, quant à elle, a tenté de dresser le portrait d'Obunsili comme un harceleur violent et obsessionnel. L'avocat de Clinny demande à ce que le cadavre d'Obunsili soit déterré et inspecté par un médecin légiste. Le dossier indique que Clinny battait régulièrement Obunsili au cours de leur relation. On témoigne que Clinny l'avait une fois poignardé à la jambe et avait tranché sa lèvre avec une lame. L'avocate Catherine Fernandez déclare que Clinny avait affirmé l'avoir poignardé à la poitrine après qu'Obunsili l'ait saisi à la gorge dans son appartement de Miami. Mais les textos fournissent une preuve concrète que Clinny n'a pas agi en état de légitime défense lorsqu'elle avait poignardé son petit ami. Larry Henfield, avocat et représentant de la famille Obunsili, déclare « C'est une femme déséquilibrée et hors de contrôle. Elle représentait une menace et ce schéma de violence a pris fin ce jour fatidique. » En parcourant les SMS du jeune couple, on observe qu'Obunsili raconte comment Clinny l'avait poignardé à la jambe et que sa blessure le faisait si mal qu'il ne pouvait même pas avoir des relations intimes. Sur une autre vidéo divulguée par les procureurs, Clinny insulte à plusieurs reprises Obunsili en utilisant le mot commençant par N, alors qu'il la supplie de se calmer. Clinny affirme que le jour fatidique, elle avait jeté le couteau sur son petit ami à environ 10 pieds de distance, mais Fernandez déclare que l'autopsie révèle une blessure profonde qui ne pouvait être infligée qu'à une courte distance. Avant sa garde à vue, la police avait trouvé la star d'OnlyFans couverte de sang sur son balcon après le coup de couteau et l'avait ensuite relâchée
car il pensait que c'était de la légitime défense. Il ne faut pas oublier que la police avait été auparavant appelée plusieurs fois et avait arrêté Courtney pour coups et blessures domestiques. Les messages révèlent que quelques semaines avant sa mort, Obunsili était clairement dans une grande agonie, dans un message adressé à son assassin présumé et petit ami, et il révèle aussi avoir été traité d'insultes raciales et avoir été sujet à des violences physiques et émotionnelles répétées. Est-ce que l'amour va me tuer ? Demande Obunsili dans un message du mois de mars, ajoutant « Février a été le pire mois que j'ai connu jusqu'à présent. J'ai été trompé. On m'a encore traité de... » Je ne dis pas le mot. J'ai reçu des coups dans mes points de suture. Ils se sont rouverts plusieurs fois et ça ne guérit pas assez vite. Près d'un jour après son arrestation, le compte OnlyFans populaire de Clinny a été supprimé. Mais son compte Instagram, sur lequel elle ne poste plus, est toujours d'actualité. Kim Clinny, le père de Courtney, a témoigné que sa fille avait actuellement environ 11 000 $ à son actif, ainsi qu'une valeur nette de 375 000 $ dans sa maison. Il fait aussi référence à 3 comptes spécifiques de Bank of America, détenus par sa fille, et à une série de virements électroniques à partir de ces comptes. En avril de cette année, des montants de 121 000 $, 1 million, 13 000 $, 50 000 $. Il continue en disant que son propre compte avait augmenté à un moment donné pour atteindre 1 184 000 $ après les transferts. Et des sommes considérables ont été dépensées pour ses frais de défense pénale. Plus de 35 000 $ consacrés à la cure de désintoxication de Clinny également. Le père de Clinny prétend qu'il n'était pas au courant de son compte OnlyFans, même s'il voyait bien que le montant sur son compte était plus qu'important. Comment pouvait-il donc défendre sa fille alors qu'il la connaissait à peine et qu'il ne connaissait pas la partie d'elle qui travaillait sur OnlyFans? Aux dernières nouvelles, Clinny et ses parents font face à des accusations de délit informatique dans cette affaire, car les procureurs affirment qu'ils ont accédé illégalement à un ordinateur portable appartenant à Christian. Selon un mandat, Clinny et ses parents ont discuté des mots de passe potentiels pour pirater l'ordinateur en utilisant jusqu'à une douzaine de mots de passe potentiels. L'enquête est en cours et des analyses médico-légales. Les procureurs ont allégué dans des dossiers judiciaires précédents que Clinny avait gagné plus de 3 millions de $ avec OnlyFans entre 2020 et août 2022. Le père de Clinny a déclaré au tribunal qu'une partie de l'argent de sa fille avait été transférée sur ses comptes à des fins de sauvegarde, jusqu'à ce qu'elle ait fini son séjour en cure de désintoxication. Le père a également déclaré qu'il était peu probable que l'accusée récupère des largesses substantielles si elle était libérée avant le procès, déclarant que OnlyFans ne lui laisserait jamais rouvrir de compte. Après autopsie, on confirme que la blessure singulière à la poitrine d'Obunsili est la cause probable du décès. Cette blessure, a affirmé le médecin légiste de longue date, Hutchins, correspond à une blessure au couteau. Il s'agit d'une blessure tranchante, au bord propre et net. Elle est étendue et ouverte. Elle faisait 4 sur 1,5 cm. Il n'y a pas de contusion ou d'abrasion autour, ce qui suggère qu'il s'agit d'une blessure par force vive et non d'un autre type de blessure. Donc elle l'a pas jeté sur lui. Êtes-vous un expert en lancer de couteau ? A demandé le procureur à Hutchins. Non, je ne le suis pas. A répondu Hutchins. Je ne sais pas si la personne accusée est un lanceur de couteau, et à titre hypothétique, mon opinion est qu'il s'agissait d'un coup de couteau, et non pas d'un lancer. Car l'angle et la profondeur de la blessure mortelle suggèrent que le couteau n'a pas été lancé. Courtney est accusée de meurtre au second degré et selon la cour, il y a une grande probabilité qu'elle soit condamnée comme telle et soit mise en détention à perpétuité avec un minimum de 16 ans. Elle demeure en détention provisoire jusqu'à son procès. Toujours dans l'attente du procès de Courtney, nous pouvons nous interroger sur son comportement. Comment une telle influenceuse a-t-elle pu avoir une telle descente aux enfers? Mais en se penchant sur le personnage, j'ai pu relever certains points récurrents, comme par exemple son addiction à l'alcool, bien sûr. Elle a d'ailleurs été en cure de désintoxication, ses agressions verbales et physiques répétées envers Toby, qui révèlent une peur de l'abandon. En effet, à chaque fois, elle l'accusait de parler à d'autres filles. Ses explosions de colère constantes, le fait qu'elle quitte et se remette avec Toby, cette propension à la manipulation lorsqu'elle s'adresse aux autorités et prétend les avoir appelées elle,
et pas le concierge. Cette attitude fluctuante et autodestructrice qui fait fortement penser à un trouble de la personnalité borderline. Les personnes atteintes de ce trouble ont peur du rejet et de l'abandon, en partie parce qu'elles ne supportent pas d'être seules. Les médecins diagnostiquent un trouble de la personnalité borderline lorsque la personne agit de façon impulsive et présente des antécédents d'instabilité dans ses relations, l'image qu'elle a d'elle-même, ses humeurs, comme en témoignent au moins 5 des manifestations suivantes. Par exemple, le fait de déployer des efforts désespérés afin d'éviter l'abandon réel ou imaginé. Avoir des relations instables et intenses qui alternent idéalisation et dénigrement de l'autre. Agir de façon impulsive au moins dans 2 domaines, les rapides sautes d'humeur, changements d'humeur, le sentiment de vide, le fait de se mettre en colère de manière inappropriée, les pensées paranoïaques et même des psychologues comme Dr Berry, dont je mettrai la vidéo en description de cette vidéo, et même des psychologues comme elle l'analysent comme quelqu'un de narcissique, avec tendance à la manipulation. Et là, ça pourrait coller, car au début de leur relation, tout était rose. Les personnes narcissiques se voient extrêmement intelligentes, d'une grande beauté ou extrêmement importantes. Elles profitent des autres, ont un besoin constant d'être félicitées ou admirées, envient les autres et croient que les autres les envient, ce qui donne lieu bien souvent à des réactions disproportionnées. Et ce besoin d'admiration pourrait s'observer à travers ces réseaux où elle est très présente. Alors attention, c'est pas parce que tu es sur les réseaux que tu es forcément narcissique. Les personnes atteintes du trouble de la personnalité narcissique sont plus souvent des hommes. Elles peuvent présenter une dépression, une anorexie, des problèmes de drogue ou d'alcool et d'autres troubles de la personnalité. Alors dis-moi ce que t'en penses. À mon humble avis, je pense que oui, elle était atteinte d'un trouble de la personnalité, que ça soit narcissique ou borderline. En tout cas, elle était saine d'esprit, elle savait très bien ce qu'elle faisait, mais avait de sérieux problèmes. Toujours est-il que Christian, lui, était innocent et est décédé pour rien, simplement parce qu'il était amoureux. Si tu es arrivé jusqu'ici, mets Toby en commentaire et dis-moi ce que tu penses de cette affaire et de la sentence, si tu penses que c'est mérité. Enfin, sentence qu'elle n'a techniquement pas encore reçue. Dis-moi ce que tu penses, entre guillemets, de la santé mentale de Courtney, si elle était saine d'esprit, dans le sens où elle savait ce qu'elle faisait. Était-ce un coup de folie ou une énième dispute qui a mal tourné? Portez-vous bien, suivez-moi sur les réseaux si je vous manque entre 2 vidéos. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est très important. And remember, you rock.